Capsule numéro 6, chapitre 1, l'ouverture atlantique, les conséquences de la découverte du Nouveau Monde. Nous avons appris au chapitre précédent que la Méditerranée avait joué un rôle majeur dans le renouveau commercial de l'Occident médiéval à partir du XIe siècle. En effet, cette mer, avec des villes comme Venise, constitue un carrefour commercial entre les trois grandes civilisations de l'Occident chrétien, de l'Empire byzantin et du monde musulman. C'est par la Méditerranée que les Européens exportent le bois, les draps de laine et des métaux comme l'argent et le cuivre, et qu'ils se procurent les précieuses denrées de l'Afrique et de l'Orient, comme l'or, la soie et les épices. Cependant, à la fin du Moyen Âge, la progression des Ottomans, une dynastie turque venue d'Asie et installée en Asie mineure, au XIVe siècle, perturbe l'équilibre commercial qui s'était établi en Méditerranée. Il a été divisé en 4 parties pour faciliter son administration et sa défense. Mais des troubles éclatent régulièrement entre les deux Césars et les deux Augustes qui dirigent ces territoires. Constantin rétablit l'unité de l'Empire. Il décide de fonder une nouvelle capitale sur l'emplacement d'une ancienne colonie grecque, Byzance. La ville est conçue comme une nouvelle Rome, avec un sénat, un forum, un capitole, des aqueducs et des égouts. Idéalement située, elle s'étend sur les rives européennes et asiatiques du Bosphore, et permet de relier les steppes de la Russie du Sud à la Méditerranée. Cet emplacement offre la possibilité de déployer une flotte dans la Corne d'Or, protégeant ainsi la ville. Cette cité prend le nom de Constantinople et devient très vite un carrefour commercial majeur de l'époque. L'Empire, déclinant, est officiellement partagé en 395. Constantinople devient la capitale de l'Empire romain d'Orient, que l'on appellera Empire byzantin à partir du XVIe siècle. L'Empire romain d'Occident s'effondre en 476, laissant le prestige impérial à la cité du Bosphore. Constantinople couple chrétienté et romanité, dans un ensemble unifié par la loi, le célèbre code justinien, et la langue, le grec. D'imposantes murailles seront construites à l'ouest de la ville. Elles résisteront à de nombreux assauts durant la longue histoire de la cité. Et ils furent nombreux. Avars au 7e siècle, ou arabes sous la bannière de l'islam au 8e siècle, ne parviendront pas à percer les épaisses murailles. L'Empire connaît une période faste à partir du 9e siècle. Les territoires sont reconquis, de vastes constructions entreprises, la démographie et le commerce explosent. À partir du 11e siècle, plusieurs événements ébranlent l'Empire. Des luttes de succession éclatent entre aristocrates. Des nomades venus des steppes envahissent les Balkans. Les Turcs seldjoukides pénètrent en Anatolie, alors que pour la première fois, des peuples latins, en l'occurrence les Normands établis en Italie, attaquent les terres byzantines. 1054 est le point de départ du grand schisme d'Orient, qui voit une rupture s'opérer entre la papauté et le patriarcat de Constantinople, et qui ne deviendra effectif qu'en 1204. Cette date, charnière, voit la 4e croisade détournée de son objectif initial. Partis de Venise pour reconquérir les lieux saints, les croisés attaquent et pillent la capitale byzantine. Pourquoi ? Les croisés devaient beaucoup d'argent à la puissante Venise, et ils ont trouvé là un bon moyen de rembourser leurs dettes. Le territoire est partagé entre les Vénitiens et les croisés. Il sera repris en 1261 par Michel VIII, paléologue, qui restaurera l'unité byzantine. La grandeur de l'Empire appartient déjà au passé. La grande cité est délabrée, endettée, et peine à se reconstruire. La dynastie des paléologues, qui régnera jusqu'à la chute de Constantinople, s'endette auprès des Génois et des Vénitiens, qui assurent alors l'essentiel de l'approvisionnement de la ville. Territorialement, les empereurs ne parviennent pas à rallier tous les Grecs. Les anciens peuples soumis, bulgares et serbes, se révoltent. Après s'être difficilement relevé de la terrible peste noire de 1348, une nouvelle menace va peser sur cet empire souffrant. L'Anatolie avait été prise aux Byzantins par le sultanat seldjoukide de Roum au XIe siècle. Affaibli par les interminables conflits avec les croisés, le coup fatal est porté aux Seldjoukides par les Mongols au XIIIe siècle. Les tribus du sultanat de Roum deviennent indépendantes et se constituent en Belika. Une tribu venue de la steppe s'installe au nord-est de l'Anatolie. Son chef se nomme Osman ou Othman. De là découlera le nom de ce peuple, promis à un grand avenir, les Ottomans. Leur expansion est rapide. Othman et ses successeurs sont des conquérants. Ils s'attaquent aux autres Belika et parviennent à les absorber peu à peu, en alternant batailles rangées et alliances opportunes. Les Ottomans passent en Europe en commençant par Gallipoli en 1347. Ils vont alors réussir à s'étendre dans les Balkans en écrasant les Serbes. Constantinople est encerclée. Seuls quelques territoires subsistent dans le Péloponnèse et en mer Égée. Un premier siège ottoman, qui durera tout de même 8 ans, échoue en 1396 lorsqu'une croisade vient à la rescousse de l'Empire.
la défaite de Nicopolis, infligée par les Ottomans aux croisés, laisse les Byzantins bien seuls. Après avoir essuyé quelques revers, notamment contre les armées de Tamerlan, les Ottomans repartent à l'assaut. Ils tentent un nouveau siège de Constantinople en 1421. Nouvel échec. L'empereur byzantin se démène et parvient à obtenir une aide de l'Occident. Les troupes du roi de Hongrie-Pologne, venues l'aider, sont écrasées à Varna en 1444, douchant définitivement les espoirs des Byzantins de se voir secourus par l'Occident. En 1453, le sultan ottoman Mehmed II s'empare de Constantinople à la suite d'un siège de 2 mois. Votre sainteté, les Byzantins appellent à l'aide. Les Ottomans ont encerclé Constantinople. Miséricorde. Devons-nous abandonner le dernier bastion de la chrétienté en terre d'Orient? Sire, Mehmed II est remonté sur le trône. Il rassemble ses armées autour d'Andrinople. Un sultan déchu ne peut rien face à la grandeur de notre cité. Les croisés ont commis de nombreux crimes, monseigneur. Les Ottomans sont portés par la vengeance. Peuple de Constantinople, embrassez vos femmes et vos enfants, car des heures sombres s'annoncent. Nous devons défendre la cité coûte que coûte. Rejoignez vos postes. Mes frères, la fin de l'oppression est au bout de vos lances. Mais sire, les Ottomans sont à nos portes. Ils sont des milliers. Et priez que Dieu protège notre cité. Vers la victoire! Cet événement, qui a un retentissement considérable dans tout le monde chrétien, provoque la chute de l'Empire byzantin, dernier vestige de l'antique empire romain qui tenait depuis 1000 ans. Mehmed II fait de Constantinople sa nouvelle capitale. Il y favorise le développement de l'islam. Ainsi, la basilique Sainte-Sophie, principale église de la ville, est transformée en mosquée et se voit ajouter 4 minarets. Pour les marchands européens, et notamment les Vénitiens qui bénéficiaient d'avantages considérables à Constantinople du temps de l'Empire byzantin, le contrôle de la ville par les Ottomans est une catastrophe. Bien qu'ils soient encore tolérés dans la ville, ils ne sont plus prioritaires et n'ont plus un accès direct aux produits venus de l'Orient, indien ou chinois. D'autant plus que les conquêtes ottomanes ne s'arrêtent pas là. En un siècle, ils se rendent maîtres de l'Europe de l'Est ainsi que d'une grande partie de l'Afrique du Nord. Sur le plan maritime, ils prennent le contrôle de toute la partie orientale de la mer. Leur avancée n'est finalement stoppée qu'en 1571, lors de la bataille de Lepante, à l'ouest de la Grèce, au cours d'une immense bataille navale remportée grâce à l'alliance de la quasi-totalité de l'Europe chrétienne, à l'exception du Royaume de France. Cependant, le commerce avec l'Orient reste coupé pour les Européens. Il s'agit pour eux de trouver de nouvelles routes pour accéder aux produits de l'Inde et de Dès la première moitié du XVe siècle, des voyages d'exploration sont lancés. Les premiers le sont à l'initiative des Portugais, qui, grâce au soutien de leur roi Henri le Navigateur, reconnaissent les côtes de l'Afrique et s'emparent d'îles proches situées dans l'océan Atlantique comme Madère, les Açores ou encore les îles du Cap-Vert. Mais la chute de Constantinople accélère le mouvement. En 1492, Christophe Colomb, un marin originaire de Gênes en Italie, mais soutenu par le roi et la reine d'Espagne, effectue le premier de ses 4 voyages qui lui permet de découvrir l'Amérique. Il atteint les Caraïbes alors que son objectif était de rallier l'Inde par l'ouest. 1498, le Portugais Vasco de Gama parvient, lui, à gagner l'Inde en dépassant le cap de Bonne-Espérance et en contournant les côtes africaines. Puis en 1500, son compatriote Cabral atteint le Brésil. De 1519 à 1521, Fernand de Magellan, un Portugais naviguant pour le compte de l'Espagne, est le premier à effectuer le tour du monde. Avec un peu de retard, les monarchies françaises et anglaises soutiennent aussi des expéditions. Ainsi, en 1534, le roi de France, François Ier, finance le voyage de Jacques Cartier qui débarque au Canada. Ces grands voyages maritimes sont rendus possibles grâce à des améliorations techniques qui permettent une navigation plus lointaine. La caravelle est un bateau à voile mis au point par les Portugais. Il permet de naviguer en haute mer, alors que durant le Moyen-Âge, la navigation se limitait souvent au cabotage le long des côtes. L'astrolabe, un instrument de navigation hérité des Grecs et des Arabes qui permet de calculer la latitude et l'heure du jour ou de la nuit par rapport à la position des astres. Financer de telles expéditions est coûteux. Navires, armements, vivres, soldes des marins, si bien que les navigateurs doivent se trouver des soutiens.
les rois européens jouent un rôle clé dans les voyages de découverte. Par exemple, Christophe Colomb voit ses périples financés par les souverains espagnols Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, surnommés les rois catholiques. L'intérêt des rois n'est pas seulement commercial. Certes, ils sont intéressés par des richesses des Indes, mais ils donnent d'autres missions aux navigateurs qu'ils financent. Christophe Colomb est chargé de découvrir de nouvelles terres, d'y rapporter de l'or et des épices, mais aussi de conquérir de nouveaux territoires pour le compte du roi et de la reine d'Espagne et d'évangéliser, c'est-à-dire de convertir à la religion catholique les populations qu'il pourrait rencontrer. La rivalité politique entre l'Espagne et le Portugal va déboucher à la formation des premiers grands empires coloniaux européens dès le XVIe siècle.